Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christelle depuis l'hôpital Cochin, donc Christelle pour KSL France. Alors bonjour, ici je reçois David. Alors samedi dernier, votre vie a basculé du Oui. tout au tout. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? C'est la première question la plus importante. C'est dur, moralement c'est dur. Après, il y a la famille Gilets jaunes qui sont là, qui viennent me soutenir. Parce que la famille elle est sur trois, donc c'est pas évident. Mais c'est pas évident. On va surmonter ça, mais Vous êtes venu de Troyes, Hmm. ça fait combien d'heures de route en fait? Bon, une heure et demie. Ouais. Une heure et Une demie. heure et demie. Ouais. Donc votre famille là actuellement elle est sur Troyes. Ouais, ouais, sur trois. Vous avez la sensation en tout cas que la famille Gilet jaune, elle est Ouais, très fraternelle. ouais, carrément. Ça fait beaucoup de bien. Donc vous êtes ici sur l'hôpital Hmm. Cochin depuis samedi. Hmm. Est-ce que le temps, on imagine, doit être long? Ouais, ouais. Les visites pour la majorité que vous avez reçues, c'est soit de la famille, soit les Gilets jaunes. Voilà, c'est ça. J'ai vu ma femme dimanche avec ma mère et mon frère, puis la belle-sœur. Et là, les gilets jaunes. Et On le rappelle effectivement, hein, pour les faits, vous êtes tombé sur Paris, Champs-Élysées, lors de la manifestation du samedi 16 mars 2019. Vous avez reçu un flashball dans l'œil. Apparemment, ils ont recousu le globe oculaire. Pour vous, est-ce que vous avez espoir? Est-ce que le médecin vous a donné espoir ou pas du tout? Bah, il m'a pas trop donné espoir en fait. Il m'a dit que pour lui c'est mort et l'œil il est out. Après, il m'a dit peut-être que vu que le sang il va se partir, il va peut-être pouvoir. Pour lui, voilà. Il y a peu de chances que je récupère mon œil. Pour lui, il y a peu de chance. Alors, c'est vrai que c'est une épreuve hein, en tant qu'homme, déjà parce que en tant que femme, hein, en tant qu'être humain, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Il y a énormément de victimes de LBD. Est-ce que vous avez, vous, la sensation que c'est un accident ou que, quelque part, parfois, ils arrivent à viser la tête? Non, là, il a visé la tête complètement. Vu comment ça arrivait sur ma tête et tout, il a visé. J'en suis cateau de vrai. J'en suis sûr et certain que c'était destiné pour que je le prenne. Donc pour vous, ils auraient visé Voilà. la tête. Voilà. On peut effectivement hein, constater que parfois les LBD sont portés au niveau effectivement du visage. Alors, ça s'est passé très vite à ce que vous m'avez dit hein, tout à l'heure. Vous étiez quand même séparés de vos autres amis. Oui, on était dispersés dès le début en fait. Après, on arrivait à se retrouver de temps en temps. Après, on était dispersés. Puis après, j'étais avec des gens que je connaissais pas. Et puis voilà quoi. Vous avez été vite pris en charge. Oui, oui. Ouais. Les médics, on sait très bien que les street médics sur Super le boulot. terrain. Voilà, c'est Faut là-dessus. préciser là-dessus, ils sont au top. Ils sont au top. Ils vous ont accompagné jusqu'au bout, jusqu'où? Oui, ils ont même appelé ma femme le lendemain, le soir, pour prendre des nouvelles et tout. Ils ont super boulot, super. On n'a rien à dire sur. Donc c'est les street medics qui finalement ont vraiment fait un suivi du dossier tout simplement pour que votre famille soit informée de votre état. Ouais. Donc ça c'est important à savoir. Pour vous la suite c'est une plainte qui a été déposée. Oui. Vous avez un avocat que vous allez voir avec lequel vous allez pouvoir échanger. Ça c'est important. Votre état d'esprit actuel, ne serait-ce que par rapport à votre travail, parce que là apparemment on vous a parlé de 6 mois d'arrêt, c'est ça? Oui, bah déjà pour conduire, donc j'ai 70 km pour aller au travail tous les jours. Donc déjà là ça va être compliqué. Ensuite pour mon travail, bah je sais pas, vu qu'il y a plein de trucs à lire, plein de trucs à respecter, tolérance, tout ça, donc ça va être compliqué de garder mon poste. Donc c'est au-delà hein, de l'œil que vous risquez de perdre, c'est aussi votre emploi. Voilà. Donc on le rappelle, il y a énormément de victimes de LBD. Malheureusement, hein, le Premier ministre a insisté sur le fait qu'apparemment le LBD serait encore plus utilisé lors des prochains actes prévus par les Gilets jaunes. Quelle phrase vous pourriez dire justement à un ministre pour lui expliquer que cet engin peut être extrêmement nocif, que ce soit pour la santé, puisqu'on le voit, on est capable de perdre un œil. Quelle solution, hein, finalement, quel argument pourriez-vous avancer hein, pour les dissuader d'utiliser ce genre d'engin? Déjà, M. Castaner, il faut qu'il démissionne. Ça sera plus simple pour tout le monde. Pour tous les Français qui sont dans la rue tous les week-ends depuis 4 mois, depuis le 17 novembre. Et tous les week-ends, il n'y a rien, il n'écoute rien. Et il renvoie encore ses petits chiens sur nous.
ils nous tapent, ils nous lancent des flashballs. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. J'espère que le mouvement des Gilets jaunes va aboutir à quelque chose. Sinon, maintenant, je perds mon œil. Voilà. Pour rien, j'ai rien demandé. Oui, on rappelle effectivement que vous étiez sur les Champs-Élysées. À ce moment-là, vous n'aviez quasiment plus personne de vos connaissances à vos côtés. Ouais, non, j'avais plus personne. J'ai des gens en fait que voilà, on rencontre sur les manifs et tout, et personne. Quoi. Du coup, je me suis écarté moi et j'ai pris le truc en pleine tête. Quoi. Vous aviez la sensation que ça risquait de partir vraiment Oui, c'est en pour violence. ça que moi je me suis remis au milieu des champs en fait, pour rebasculer un peu en dehors des forces de l'ordre. Du coup, j'ai reparti au milieu et je lève la tête, j'ai pris le truc que je demandais rien à personne. Et vous étiez au milieu des champs à ce moment-là. Ouais. Donc j'étais même pas à côté, j'étais carrément au milieu de chez au milieu. Donc ils étaient loin, c'était loin. Donc ils ont vraiment, voilà, ils ont cherché à blesser. Quoi. Et là pour le coup, vous avez tourné la tête, le choc on imagine a pu être violent, vous êtes tombé peut-être à ce moment-là. Oui, je suis tombé. J'ai attrapé en fait une dame qui était à côté de moi pour éviter qu'elle avance, qu'elle me butine quoi. Et je lui ai dit, strict medic, strict. J'ai pris un flashball. Et du coup, après, elle a baissé la tête et elle a vu que j'avais la tête en sang. Ouais. Est-ce que ces témoins-là restent auprès de vous? Est-ce qu'ils sont restés en contact ou pas du tout? La dame, je ne l'ai pas revue, j'ai pas eu de nouvelles. Les strict medic, oui, ils m'ont recontacté, ils m'ont aidé depuis samedi, ils m'ont envoyé plein de messages. D'accord. Éventuellement, souhaitez-vous faire un appel justement à tous les témoins sur les Champs-Élysées? Ça a déjà été lancé. Après, si quelqu'un voit entre le Touquet, enfin le restaurant, le Fouquet, effectivement, un LBD qui a ramassé, il me contacte et voilà. Mais je suis persuadé que c'est ça. Vu la force que ça a impacté dans ma tête, j'ai pas d'autre chose qui a été tirée. Et pour vous, la sensation en tout cas que vous avez eue, c'est qu'il visait peut-être la tête. Oui. Pour vous, c'était une évidence, sinon il n'aurait peut-être pas touché la tête. Voilà. Parce que moi, en fait, au même moment que je commence à avancer et descendre, au même moment, en fait, je tourne la tête pour regarder et je la prends en pleine face. C'est en un quart de seconde, on imagine bien que c'est extrêmement puissant. C'est très choquant. Depuis, vous arrivez à réaliser ou vous pensez que ça va venir après? Je réalise un peu, mais pas complètement. Quoi. Pas complètement. Je préfère attendre samedi pour voir c'est vraiment le verdict final. Quoi. Alors, on rappelle quand même que vous êtes papa de deux jeunes, dont une jeune fille et une plus petite. 14 et 11 ans. Voilà, donc vous êtes un homme qui a un métier, qui a un travail dans les mains, parce que effectivement, on peut entendre certaines personnes qui vont dire que les gilets jaunes sont des chômeurs qui ne font rien de leur vie. Vous avez un travail, vous avez 2 enfants et finalement, cette lutte, vous l'avez prise pour vos enfants avant tout. Pour mes enfants, pour nous, notre porte-monnaie en fait, pour notre pouvoir d'achat. On n'en a plus. Ça fait des années qu'on n'en a plus. On travaille pour trimer, on travaille pour payer les factures et à la fin du mois, il n'y a plus rien. Donc c'est fini, il faut arrêter. Donc, on se souvient aussi du nombre de victimes des LBD depuis le début du mouvement, donc le 17 novembre 2018. Je sais qu'apparemment il y en a une vingtaine pour le moment ici qui ont été recueillis, je crois, par la préfecture de police, mais il y en a beaucoup plus encore qui ne sont pas recensés par la préfecture de police, qui l'ont été des violences policières par David Dufresne qui fait ces signalements. Donc c'est un travail qui est très long. Il a reçu une distinction par rapport à ça, d'ailleurs, dans le milieu du journalisme. Pour vous, est-ce que les médias expliquent suffisamment clairement ce qui se passe sur le terrain? Non. Il y a peut-être un média qui est quand même un peu plus sur le terrain, mais tous les autres, c'est de la politique. C'est de la politique. Tous les autres médias, ils nous font passer pour des casseurs, des voleurs, des trucs comme ça, mais non, on n'est pas là pour casser. Je ne suis pas un casseur, j'ai manifesté depuis le début, j'ai jamais rien cassé, j'ai jamais rien volé. Et les médias, il faut qu'ils arrêtent un peu je ne sais même pas défendre la politique en fait, défendre ce pouvoir qui est en place. Il faut qu'ils s'arrêtent, il faut que ça cesse. Et j'espère qu'avec ce mouvement, ça va changer la mentalité des gens. Oui, théoriquement, on sait que la charte d'éthique journalistique devrait être effectivement de donner l'information telle qu'elle est. Et non pas de la déformer à telle ou telle fin d'ailleurs. Donc l'important effectivement c'est de dire ce que vous ressentez aujourd'hui.
Est-ce que vous avez une vue sur l'avenir, puisque vous me dites qu'effectivement, au niveau de votre travail, ça vous paraît compliqué? Ça va, je sais pas. J'ai aucune idée de ce qui va se passer plus tard. Quand je vais rentrer chez moi, j'en ai aucune idée. Mais l'essentiel pour vous, c'est que cette blessure de plus sur le tableau des violences, qu'elle soit plutôt sociale, puisqu'on peut parler aussi de violence sociale avec le nombre de SDF qui meurent chaque année, le nombre de violences qu'il peut y avoir. On pense notamment à la jeune fille qui a été tuée pour son téléphone portable. Voilà, c'est une réalité concrète. Comment est-il possible de laisser une jeune fille à Marseille poignardée pour son téléphone portable et d'un autre côté utiliser le LBD sur des manifestants? Ça fait des années que c'est comme ça. J'ai l'impression que pour eux, on est des délinquants, et à côté de ça, on laisse des gens mourir de faim vers les grands magasins de Paris. À côté de ça, on laisse des gens prendre des coups de poignard la nuit, alors qu'avec toutes les vidéos de surveillance, on n'arrive pas à retrouver les personnes. C'est honteux, c'est honteux. Il y a des millions de gens qui meurent de faim toutes les journées alors qu'ils travaillent. Ils n'arrivent même plus à s'en sortir, c'est honteux. Donc votre message, en tout cas, c'est par rapport à samedi. Quel est votre ressenti finalement maintenant? De la haine contre les forces de l'ordre. J'ai pas d'autres mots. Alors qu'on laisse casser les autres et on tire sur la foule qui sont pacifistes. C'est de la haine. C'est des ordres qu'on donne et voilà, il n'y a rien d'autre. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Et pour vous, ceux qui étaient visés n'étaient pas forcément ceux qui cassaient? Moi, je l'ai vu de mes propres yeux samedi. Les Black Burns, ils étaient au fond, au milieu, ils étaient en train de ramasser les grilles et ils tiraient sur nous en face. Alors qu'ils auraient pu disperser ce mouvement. Maintenant, ils ont tiré sur la foule en face. On a failli s'en prendre une à côté de l'oreille, une dame qui avait été touchée à l'oreille. Et voilà, ça a été tout le temps comme ça, ils ont laissé faire, ils ont laissé casser, voilà. Alors effectivement, pour corroborer ce que vous dites, on a des articles notamment avec des CRS qui ont dit que oui, ils ont confirmé qu'ils ont eu ordre de laisser faire. En tout cas, ils ont eu cette sensation de ne pas pouvoir intervenir parce qu'on ne leur donnait pas forcément l'autorisation. C'est vrai que ce n'est pas évident lors d'une manifestation de grande ampleur. Maintenant, est-ce que les ordres sont cohérents? Là est la vraie question. Est-ce que les outils mis à disposition des forces de l'ordre sont cohérents aussi, puisque le LBD permet aussi j'ai envie de dire, tout simplement des blessures qui sont irréversibles. On ne parle pas simplement d'un coup, on parle d'une blessure irréversible, aux conséquences à vie. Donc voilà, est-ce que cette arme-là est-elle utile sur un peuple dans ces conditions-là? Non. Quand il y a des émeutes dans les quartiers, on n'y va pas avec le LBD. On n'y va pas avec le LBD, ils ne rentrent même pas. Pourquoi les Champs-Élysées, on y va avec le LBD, les grenades et tout? Il faut m'expliquer. Moi, j'ai vécu de 16 ans dans un quartier, j'ai jamais eu les LBD comme ça à l'époque. On n'avait pas ça. C'était les flics, la police, ils n'entraient même pas dans nos quartiers. Et là, maintenant, on fout toute une foule dans Paris, on nous tire comme des lapins au LBD. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez eu la sensation, en tout cas, que c'était presque forcément une chasse à l'homme, mais un moyen de tirer dans le tas. Pour faire peur aux gens. Moi, je sais que pour l'instant, ça m'a réussi parce que j'irai plus en manif pour ma famille. Oui. Et après, au fond de moi, j'ai envie d'y aller, mais au fond de moi, j'ai la famille quand même derrière. Je pourrais plus aller en manif. Oui, il faut quand même signaler effectivement que le LBD, normalement, est utilisé tout simplement pour intercepter un individu dangereux. Ouais, voilà. Donc moi, j'étais pas dangereux, je marchais tranquillement, je chantais. J'avais ma clope au bec et puis... Alors voilà, vous avez en tout cas en direct les encouragements notamment de Yannick Kromenacker, si vous voyez à peu près qui c'est. Je vais vous citer Laura, Philippe, vous avez beaucoup de soutien là tout de suite. Merci. Voilà, donc je transmets Peggy, effectivement je transmets toute cette information, effectivement. Il y a beaucoup de soutien. Merci. Je vous transmettrai la vidéo, n'hésitez pas. Donc vous êtes à l'hôpital Cochin, beaucoup de Gilets jaunes sont venus vous voir. Énormément. Pour vous finalement, est-ce que ça vous relie un petit peu à la réalité? Oui. Parce qu'elle est peut-être parfois compliquée à négocier, parce que se lever le matin dans une situation comme la vôtre... Oui, c'est pas évident tous les matins. Après,
je dis, j'ai beaucoup de soutien avec les Gilets jaunes qui viennent me voir, je ne connais pas à la base. Ils viennent me soutenir, ça fait plaisir. C'est comme une famille en fait. C'est une famille. Voilà. On a démarré tous indépendants, tous comme si on ne se connaissait pas, et du jour au lendemain, en fait, on se retrouve tous ensemble. Et maintenant, il y a une solidarité en France. C'est peut-être ça qui les embête aussi, les militaires. Une solidarité énorme en France. Peut-être ça. Je ne sais pas. On ne connaît pas et on est tous ensemble. Pour vous, cette solidarité, elle est importante? Oui, on ne l'avait plus en France. On n'avait plus ça en France depuis des années. Quand on voit que même des gens maintenant, ils passent à côté des gens qui sont miséreux par terre en train de demander des sous, ils ne donnent rien. On n'avait plus la solidarité. Maintenant, on l'a retrouvée. Peut-être ça qui embête l'État maintenant. Voilà. Donc en tout cas, on retiendra de cette blessure terrible, puisque c'est votre œil qui est normalement menacé actuellement, qu'il y a cette forme de solidarité que vous pointez du doigt, j'ai envie de dire que vous mettez en lumière, c'est plutôt le terme, vous mettez en lumière cette solidarité qui vient de votre propre famille, mais également de la famille des Gilets jaunes, entre parenthèses. C'est citoyens français avant tout, les Gilets jaunes. Ce sont des citoyens français qui décident un jour de se dire, voilà, je ne vais pas subir, je ne vais pas continuer dans ce système-là où je dois toujours faire payer ceux qui travaillent le plus et je vais lutter contre les inégalités sociales, salariales. Voilà, c'est un état d'esprit. Maintenant, après, on adhère ou pas. Oui, l'essentiel, c'est que chacun respecte le point de vue de l'autre. J'essaye de résumer un petit peu comment on peut percevoir, nous, en tant que journalistes, le mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai que voilà, on est sur des êtres humains qui communiquent, qui discutent, qui ont cette fraternité d'âme. Et en tout cas, c'est ce que vous mettez en valeur ici, aujourd'hui, sur l'hôpital Cochin, via ces nombreuses, effectivement, visites que vous recevez. Merci à vous de nous avoir accordé ces quelques minutes et courage. Vous avez en tout cas beaucoup d'encouragement de tous nos auditeurs, de toutes nos auditrices. Prenez soin de vous. L'essentiel, ça va être maintenant d'avancer, de penser à vous, à votre famille, à votre femme et à vos 2 petites filles. C'est et puis de souhaiter qu'il y ait des solutions de trouver pour vous par la suite, notamment avec le handicap qui va arriver. Il faut effectivement que la société s'adapte, tout simplement, et évolue.